Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour le Grand JT des Territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale, une rétrospective de vos reportages préférés pour revivre l'actualité de vos territoires autrement. Si l'un de ces bovins est touché par la dermatose nodulaire contagieuse, son troupeau de 70 vaches serait entièrement abattu. Une mesure jugée excessive pour cet agriculteur qui a décidé de quitter sa ferme pour manifester sur le rond-point du Cheval Blanc à Buchy, une première pour lui. Je le vis très mal. Personnellement, j'arrive plus à dormir mes nuits tranquillement en me levant le matin en disant est-ce qu'on va être touché ? Après, c'est un cheptel de mon grand-père que mon père a repris et que moi j'ai repris par la suite. Le jour que ça m'arrivera chez moi, on me piquera en même temps que mes vaches. Parce que moi je pourrais pas laisser partir mes vaches comme ça. Comme lui, une petite centaine d'agriculteurs venus de Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont exprimé leur inquiétude. Même si pour l'heure, aucun cas de dermatose nodulaire n'a encore été détecté en Moselle. Aujourd'hui, quand on abat un troupeau, on n'abat pas seulement un troupeau, on abat une famille entière, une ferme. Et là aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est plus abattre 2-3 exploitations, c'est abattre la France agricole. Je ne sais pas si je serai seulement remboursé, puisqu'a priori personne n'est remboursé. Il n'y en a qu'un qui aura été remboursé en France. Donc demain, ça m'arrive, je mets la clé sous la porte. Voilà. Je ne serai pas le seul, puisque dans le secteur, tout le monde sera dans le même cas. Face à l'épidémie, le gouvernement prévoit la vaccination de tous les bovins dans un rayon de 50 km autour du foyer de contamination. Une stratégie jugée insuffisante par la coordination rurale qui réclame une vaccination généralisée. La vaccination est le seul moyen de protéger de la DNC. Le virus ne mute pas, c'est un virus qui est bien connu, donc le vaccin est connu depuis longtemps et il a déjà fait ses preuves dans d'autres pays. Donc en fait, on demande la vaccination pour protéger les troupeaux. Au-delà de la gestion de cette maladie, la coordination rurale 57 dénonce également la possible signature du traité de libre-échange avec les Mercosur. Je vous propose maintenant de découvrir un chêne âgé de 800 ans. Il est en lice pour devenir le plus bel arbre de France 2025. Labellisé arbre remarquable, ce majestueux chêne, pédonculé de 26 mètres de hauteur, abrite de nombreux souvenirs pour les habitants de la région. Reportage sur place de Canal 32 dans l'Aube. Installé là depuis probablement 800 ans, le chêne de Chanceron est en lice pour devenir le plus bel arbre de France 2025. Labellisé arbre remarquable, ce majestueux chêne pédonculé abrite de nombreux souvenirs. Cet arbre, j'ai toujours vu. Quand mes parents ont acheté cette ferme, cet arbre était déjà là, il était majestueux. On pouvait rentrer dedans, c'était la petite promenade régulière. Ma fille s'est fait prendre en photo de mariage au pied de cet arbre. Mes petits-enfants qui sont rentrés dedans, qui ont joué un peu dedans, et voilà, des souvenirs familiaux. Mes parents se sont pris là en photo. Mon oncle s'est pris là aussi en photo pendant son mariage. Il est là depuis plus longtemps que moi et il sera encore là après moi. Cet arbre d'une hauteur de près de 26 mètres a grandi en toute discrétion et n'a pas eu besoin de l'homme pour vivre sa vie. On n'a jamais rien fait sur l'arbre il pousse et il nous a jamais posé de problème. C'est juste incroyable qu'il ait pu survivre jusqu'à aujourd'hui et d'une manière quasiment inconnue, quoi. C'est-à-dire il est très peu connu. J'ai vu quelques articles dans le journal qui date des années 80, choses comme ça. C'est son âge qui fait qu'il est exceptionnel, c'est-à-dire son âge. La circonférence d'un chêne de 8,50 m, c'est un des 10 plus beaux chênes de France, quoi. C'est juste ça. C'est un repère de loin, et puis donc les agriculteurs du coin, les paysans du coin ont voulu le garder. C'est des hommes qui l'ont gardé précédemment, et c'est à nous de le garder encore maintenant. Le public est appelé à voter jusqu'au 22 décembre sur le site arbredelannée.com. Si le chêne de Chanceron remporte le prix du public, il pourra concourir pour le titre de l'arbre européen de l'année. Ouvrons une page environnement maintenant. LVMH travaille depuis plusieurs années sur son impact environnemental lié à ses activités et de nombreuses actions sont menées quotidiennement par l'ensemble des maisons du groupe. Ainsi, à l'occasion d'une soirée exceptionnelle, Life 360 Award, c'est son nom, LVMH a tenu à saluer les meilleures initiatives qui illustrent ses engagements. Les équipes du Grand JT des Territoires étaient présentes sur place, avenue Montaigne à Paris. Regardez. Accélérer la transformation environnementale du groupe LVMH, le défi est de taille pour le numéro 1 du luxe et ses 75 maisons installées dans le monde entier. Récemment, LVMH a décidé de récompenser plusieurs initiatives vertueuses de ces maisons autour de la biodiversité, du climat, de la traçabilité ou de la transparence. Une première pour le groupe.
Avant, on avait organisé des trophées pour les boutiques et maintenant, on a étendu cette dynamique pour toutes les opérations du groupe. Et donc, on a eu une participation extrêmement forte des maisons. 41 maisons sur 75 ont participé à ces awards et nous avons reçu au niveau du groupe 187 dossiers. Avec ces awards, LVMH a voulu mettre en lumière les bonnes pratiques dans l'ensemble des activités du groupe. Cette année, nous avons également voulu étendre ces récompenses à tous les grands projets d'envergure en cours, menés dans le cadre de nos coopérations en matière de chaîne d'approvisionnement, de production, de logistique, d'emballage, de formation et de management, couvrant ainsi tous les secteurs d'activité de notre groupe. 13 initiatives ont été récompensées, des pratiques régénératrices d'élevage chez Louis Vuitton, une meilleure gestion de l'eau chez Hennessy ou une plus grande traçabilité chez Dior ou Bulgari. Des initiatives qui démontrent également que l'on peut concilier performance environnementale, durabilité et efficacité économique. Ça permet de montrer le lien qu'il y a entre sustainability et business. Et d'ailleurs, on l'a vu lors de la remise des trophées, c'était les présidents des maisons qui venaient les recevoir et qui ont tous dit, avec leurs mots évidemment, que la sustainability était intégrée dans leur stratégie. Une stratégie à long terme pour le groupe LVMH. Le rendez-vous est déjà pris dans 2 ans pour distinguer de nouveau les meilleures initiatives environnementales du groupe. Des images exceptionnelles dans ce journal maintenant. La nature nous donne parfois des moments uniques, comme celui de la brame des cerfs. C'est un spectacle à ne surtout pas manquer à l'arrivée de l'automne. Et notre partenaire Moselle TV nous fait vivre ce moment majestueux aux côtés de nombreux visiteurs et photographes émerveillés dans un parc animalier du département. Regardez. Depuis plus de 3 heures, ce photographe guette dans le silence, espérant capter le puissant brame du cerf. Très très patient. L'animalier, c'est des heures et des heures d'attente. Des fois, on rentre bredouille, mais c'est compliqué. Et il faut être observateur. Justement, en face, c'est magnifique. Originaire de Haute-Savoie, le passionné de photos a parcouru plus de 500 km pour immortaliser ce moment unique au parc de Sainte-Croix. C'est un moment privilégié. C'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on puisse le voir puisque les cerfs sont difficiles à approcher. La photo parfaite, ce serait le brame du cerf avec une brume derrière et la tête légèrement en arrière et puis le brame, la gueule ouverte. La gueule ouverte, un cri rauque et puissant, le brame impressionne et attire chaque jour des centaines de visiteurs venus de toute la Lorraine. Là, c'était la première fois que j'entendais avant, donc il y a quelques minutes. C'est quelque chose que moi je trouve assez joli quand même. On l'entend de très loin. C'est bizarre comme grognement. Je pensais que c'était plus mélodieux. Je m'attendais moins à une espèce de grognement comme ça. Je pensais que c'était un peu différent. Donc ça surprend. Surprenant mais naturel. Alors là, on a Argo qui est devant nous, qui a malheureusement cassé un de ses bois. Ce phénomène marque le début de la saison des amours pour les 63 cervidés du parc. Le cri va servir principalement à se mesurer à distance aux autres mâles. Ça va être très sonore puisque les cerfs vont bramer, vont se répondre. Et pendant une période où justement ils ne mangent pas, c'est très problématique de perdre son énergie à un combat qui est perdu d'avance. Donc on va avoir des cerfs qui vont déjà se mesurer vocalement parlant. Si les deux pensent qu'ils peuvent gagner le combat, là seulement il va y avoir un combat. La châtaigne est sans aucun doute un produit incontournable des fêtes de fin d'année. La France produit plus de 8 tonnes par an de châtaignes. Les récoltes ont commencé depuis le mois de septembre et 2025 sera une excellente année, un excellent cru, nous dit-on. C'est ce que révèle Emmanuel Rabot, un producteur dans le Limousin, au micro de 7 à Limoges. C'est vraiment une année historique parce que la coopérative va rentrer 1 millier de tonnes. Donc vous dire qu'on pèse en fait maintenant plus de 10% du marché français du frais. Donc le Limousin est en train de revenir dans le jeu de la châtaigne au niveau français et européen. Là, le marron que je vous montre, il est destiné essentiellement au marché du fruit et du frais jusqu'aux fêtes de fin d'année.
Il est souvent la dernière personne vers qui on se tourne pour réparer nos objets de valeur, montres, bijoux. Frédéric donne une seconde vie à tout ce qu'on lui donne. Ce maître artisan, bijoutier, horloger perpétue le savoir-faire d'un métier d'art exceptionnel qui se transmet depuis 6 générations dans sa famille. Vosges Télévisions l'a rencontré dans son atelier à Bruyères. Regardez. Penché sur l'établi, concentré sur l'ouvrage, le travail de Frédéric Brabant, seul maître bijoutier horloger des Vosges, est rythmé par les carillons des pièces entreposées dans l'atelier. L'artisan est très sollicité, car entre ses mains, une simple montre ou le plus beau des bijoux trouvent une seconde vie. La cliente avait une alliance diamant qui était trop usée pour être réparée dans l'état. Donc on a proposé à cette cliente de refondre la monture pour en refaire une neuve. Et puis là, on est en train de ressertir les diamants sur l'alliance à l'identique de son ancienne bague. Tout se répare, absolument tout se répare en bijouterie, pas comme en horlogerie parce qu'on a des fois la contrainte de trouver des pièces. Réparer et restaurer les objets, une tendance dans l'air du temps. Dans ce commerce, cela concerne surtout les bijoux. En horlogerie, pour les montres, excepté certains modèles suisses haut de gamme, chaque panne trouve sa solution. Sur les montres actuelles à quartz, oui, c'est évident qu'on retrouve toujours les mêmes références de mouvement dans toutes les montres, que ce soit toutes les marques diverses et variées. On a ou du mouvement Citizen ou du mouvement Seiko via des filiales, ou du Casio. Voilà. Donc on retrouve les références mouvement se retrouvent assez facilement. Dans les demandes de la clientèle, la valeur sentimentale prend souvent le dessus. C'est le bijou de la grand-mère, l'alliance de la grand-mère, des fois qu'on transforme pour leur mariage à eux. Je viens faire agrandir une bague qui est trop petite. Malheureusement, j'ai pris des kilos et voilà. Il faut réparer, il faut essayer de faire de son mieux pour ne pas reprendre quelque chose qu'il faut reproduire à nouveau. C'est pas écologique. Vous l'aimez bien, cette montre? Oui, je l'aime bien, cette montre. J'aurais bien la réparer, mais bon, c'est pas à gagner. Renommé pour son savoir-faire, aucun mécanisme ne résiste à l'artisan bijoutier horloger. Ça va du vieux jouet de collection à des fois un vieux thermomètre à aiguille, enfin un petit peu tout. Je suis des fois la dernière personne à qui on peut se dire « Ah tiens, il va peut-être y arriver ». Le tic-tac des horloges aura vu 6 générations d'une même famille se succéder dans la pratique de ce métier d'art que l'artisan de Bruyères transmet aujourd'hui à une jeune sertisseuse. Laissez-moi maintenant vous présenter Salomé. À seulement 9 ans, elle est la plus jeune porte-drapeau de France. À chaque cérémonie, elle revêt sa tenue et manie le drapeau avec rigueur et vous allez le voir, discipline. Derrière ce rôle symbolique se cache une passion pour la mémoire. Puissance TV nous fait le portrait d'une enfant au courage exceptionnel qui incarne le devoir et l'engagement dès le plus jeune âge. Célia Richard. Elle est la Benjamine du cortège. Du haut de ses 9 ans, Salomé est porte-drapeau, la plus jeune de France. C'est au sein de la 1727e section de la médaille militaire Joinville-Vassy qu'elle officie, avec sérieux et fierté. Une mission symbolique qui lui tient particulièrement à cœur. Rendre hommage à la France, notre pays, ceux qui sont morts, qui ont combattu pour notre liberté, qui ont combattu pour la France. Ça m'a beaucoup inspirée. Depuis l'âge de 6 ans, Salomé accompagne son père, lui aussi porte-drapeau, lors de chaque cérémonie. Une passion née de l'admiration, nourrie par le devoir de mémoire et qui ne cesse de grandir au fil des rencontres. C'est rare de voir déjà un enfant de 6 ans qui assiste à toutes les cérémonies et surtout en ayant une attitude remarquable. C'est une fierté parce que avoir son enfant qui vous suit et puis qui rend hommage à son grand-père et à tous les morts pour la France, c'est un bel hommage quand même, on ne peut pas faire mieux. Un engagement qui trace le chemin de son avenir, car Salomé sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard, policière. Parce que j'aime bien aider les gens et ils font de l'action et j'aime bien bouger, faire de l'action et tout. Mais aussi on peut être au contact des gens. On a le choix d'être gentil. Être porte-drapeau, c'est aussi respecter un code vestimentaire bien précis. Pour chaque cérémonie, elle enfile la tenue réglementaire. Mais le vrai symbole de sa mission reste le drapeau. Elle le manie avec rigueur et respect. Et pour le porter, là encore, tout est codifié. On a aussi le haut pour marcher et pour du coup aller au garde à vous.
On a aussi le bas pour quand on est au repos, quand ils font les discours et tout ça. On a l'inclination. Donc ça, c'est pour rendre hommage à des stèles, à des tombes. Des gestes précis qu'elle exécute avec fierté et discipline, comme une véritable gardienne de la mémoire. Partons désormais à la découverte d'une artiste unique en son genre. Vous allez le voir, Raymonde a 90 ans et elle fait du slam. Cette femme est adepte de poésie, elle écrit ses textes de manière très incisive. Portrait de cette artiste avec LMTV Sarthe, Colin Ansel. De nos jours, la médaille a perdu sa valeur. Elle est distribuée avec Légion d'honneur. Que vous soyez chanteur, sportif ou reconnu, on offre la médaille et l'on vous porte au nu. Ils partirent des milliers sur les champs de bataille. Le si peu qui revint n'a pas eu de médaille. Des paroles incisives, une mémoire infaillible et des textes travaillés. À 90 ans, Raymonde Blaise est une artiste de la rime. J'écris depuis très longtemps, seulement il y a une chose qui se passe, c'est qu'on m'a dit « mais tu fais du slam », alors que je pensais que c'était de la poésie. Je me suis renseignée à la mairie du Mans et je leur ai demandé de me faire rencontrer des slameurs pour comparer mes écrits avec le leur. Et moi, j'ai remporté le premier prix. Et c'est là que j'ai compris que sans le savoir, j'écrivais des coups de gueule. Des coups de gueule qui portent sur différents sujets. L'injustice, le gaspillage m'interpelle. Sur les maisons de retraite, les personnes âgées. Authentique, Raymonde écrit depuis ses 20 ans. Elle s'adonne régulièrement à plusieurs passions artistiques. Pour l'écriture de ses textes, voilà comment elle fonctionne. J'y pense d'abord quelques jours dans ma tête. Parce que ce que j'ai à dire, ça serait trop violent à l'écriture. Elle a même montré ses textes à des écrivains et a été poussée à passer des concours. Moi, n'ayant pas fait d'études, je me suis dit... Oula, tu vas quand même pas faire un concours. J'ai appris depuis que la meilleure des écoles, c'est l'école de la vie. Pendant plusieurs années, 10 ans, j'ai gagné le premier prix. J'ai gagné l'international. Aujourd'hui, elle aimerait proposer gracieusement ses services pour perpétuer son art et surtout le partager. Quand le soleil se couche, moi, je ne m'endors pas. Je vous emmène maintenant à la citadelle de Calvi en Corse, où un inventeur a créé une IA, une intelligence artificielle, pour réaliser une visite guidée du site avec la voix de Christophe Colomb. Et oui, et on peut même parler avec Christophe Colomb. Écoutons Romain Dezenic, le créateur de cette IA, au micro de Télépaésé, nos confrères en Corse. L'IA, je veux qu'elle se comporte comme Christophe Colomb. Donc en fait, je lui ai expliqué qui c'est, quel type de personnage c'était, avec ses défauts, avec ses qualités, en me basant évidemment sur toutes les recherches historiques qui ont été faites. Mais voilà, c'était quelqu'un de mégalo, c'était quelqu'un qui... Et du coup, Liv, donc qui rentre dans la peau un peu de Christophe, quand vous parlez à Christophe, il va se comporter un peu comme ça, comme la description qu'était Christophe Colomb. Connaissez-vous les championnats de France ornithologiques? Figurez-vous qu'il s'agit d'un rassemblement autour des plus beaux oiseaux de tous les continents. De quoi s'émerveiller devant la diversité et la beauté de nos amis à plumes. Un reportage de Télé Nantes. Certains volatiles portent la huppe, d'autres la couronne. Ce mâle violet perruche à collier a remporté le prix du plus bel oiseau de son espèce, mais aussi de sa catégorie, grande perruche perroquet. Le collier est suffisamment épais, il vient se joindre assez loin derrière. Plein de choses qui sont prises en compte. Les couleurs, la présence de l'oiseau, tout reflète ce que la terre elle a de plus beau. Le champion de France fait la fierté de son éleveur. Une grande surprise, première participation, je ne m'y attendais pas. On se rend compte que tout ce qu'on a fait, c'est des bons choix, qu'on a bien fait de choisir ces oiseaux-là, travailler cette génétique-là, cette couleur-là. Donc nous, c'est vraiment la récompense de notre travail. Amazona front jaune, Cacatoès rosalbin, inséparable de Fischer, diamant à gouttelettes, Touy céleste. Les noms sont aussi chamarrés que les plumages. On peut voir un bel oiseau qui est relativement rare, qui s'appelle Eclectus. Et bizarrement, le mâle est moins coloré que la femelle. Parce que chez la plupart des oiseaux, la femelle est beaucoup moins colorée que le mâle parce qu'elle a besoin de se cacher dans la végétation, notamment pour ne pas subir les assauts des prédateurs, alors qu'elle est en train de couver ses œufs. Et le mâle a besoin d'être très beau pour séduire les femelles tout simplement. L'objectif du championnat de France ornithologique est bien sûr de faire découvrir les espèces au public, mais surtout permettre la conservation des oiseaux. Ce sont des diamants de Gould. Ces petits oiseaux vivent en Australie. Malheureusement, ils sont en voie de disparition dans leur environnement naturel. Mais nous, éleveurs, nous arrivons très très bien à les faire reproduire.
tant et si bien que dans quelques années, on va essayer de les réintroduire dans la nature. De quoi redonner de l'espoir et repartir gai comme un pinceau. Dans une société toujours de plus en plus numérisée, on en oublie presque l'essentiel. Les enfants adoptent les écrans de plus en plus jeunes, ce qui est un facteur important d'inattention pour eux. Exemple en Guyane, où 96% du territoire est recouvert par la forêt. Les éducateurs proposent des immersions pour mieux capter leur attention sur la nature. Reportage de Chronique du Maroni sur place en Guyane. Raoul et Naïssa, vous allez aller faire la vaisselle. Les autres, vous allez vous habiller. Il ne faudra que quelques minutes pour que ce groupe d'une dizaine d'enfants soit prêt à écouter les consignes du jour. Récoltez les éléments suivants dans un temps chronométré. Une fleur, une feuille rouge. Depuis une semaine, ils vivent ici en immersion en forêt. Un séjour imaginé par une association de l'ouest de la Guyane, l'ADNG, spécialisée dans l'éducation à l'environnement. J'aime bien la forêt parce qu'il y a des animaux, il y a des graines et c'est joli. J'aime bien me promener dans la forêt déjà pour être calme. J'aime pas qu'ils caressent la forêt, parce que la forêt c'est important pour les animaux. Loin de leur quotidien, déconnectés de leur téléphone portable, les enfants vont découvrir la forêt pour mieux la comprendre et la préserver. C'est, je pense, important de se reconnecter avec son milieu naturel. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est vraiment une problématique. On connaît plus de joueurs de foot que d'oiseaux, on connaît plus de marques de voitures que de plantes dans son jardin. En Guyane, 96% de la surface du territoire est recouvert de forêts. Un patrimoine culturel remarquable, mais extrêmement sensible aux variations climatiques. Un univers que les jeunes Guyanais ne connaissent pas forcément très bien. On a beau être entouré de la forêt, on peut la détruire quand même. Et si on n'est pas conscient de la richesse de cette forêt, on peut y causer de grands dégâts. Donc c'est très important pour moi et pour l'ADNG et à l'échelle de la Guyane de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Après une semaine en forêt, les enfants auront non seulement rechargé les batteries avant de retrouver les bancs de l'école, ils deviendront aussi les futurs ambassadeurs pour une planète plus propre. Voilà, et puis tout à fait autre chose, ce sont de véritables commerces devenus à la mode ces dernières années. Les barbeurs, ces salons de coiffure qui mettent un point d'honneur à traiter les cheveux et la pilosité du visage, mêlent tradition du barbier et ambiance branchée. Les barbeurs sont un lieu où la barbe n'a jamais été aussi tendance. Reportage au banc de LMTV Sarthe, Colin Ancel. C'est un salon de coiffure avec une spécialisation barbier, plus répandue sous le nom anglophone barber. Une mode importante sur les réseaux sociaux notamment. Ici, la clientèle est essentiellement masculine. Avec mon grand âge, j'en ai plus trop de cheveux, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller quelque part où on va savoir bien faire les cheveux. Si je suis heureux avec ce qu'on me fait sur la barbe, c'est très bien. Dans ce salon, pas de couleur de permanente. L'attention est portée sur la coupe de cheveux ou sur la pilosité du visage. J'ai fait quelques années de coiffure mixte. On mettait beaucoup en avant les femmes, et c'est très bien comme ça. Mais du coup, il y a eu un délaissement aussi pour la coupe masculine. Ici, on est quand même dans une ambiance un peu plus rock'n'roll, le côté un peu Harley Davidson. Et voilà, mon ancien patron, c'est un ancien chanteur de métal. Donc, je m'y retrouve aussi un petit peu dans l'ambiance. Une ambiance américaine, c'est aussi ce qu'a choisi Roxane pour son commerce, ouvert il y a un peu moins d'un an. Je voulais vraiment revenir à l'origine du barbeur qui était dans le western, avec le coupe-chou, le rasoir, et ça fait un esprit un peu cocooning. Elle aussi a travaillé dans la coiffure mixte, mais c'est dédié à la coupe masculine. C'est pas parce qu'on fait que de l'homme qu'on s'ennuie, c'est aucune routine, parce qu'on apporte quelque chose à des hommes, on peut changer de coupe de cheveux, on peut prendre soin de l'homme également, c'est pas que pour de la femme. La barbe est à la mode et ça restera à la mode, je pense. Depuis la fin des années 2010, une nouvelle ère du barbier moderne commence avec un développement important de salons barbeurs, y compris en Sarthe. L'UNEC, Union nationale des entreprises de la coiffure, tient à rappeler que tous ces établissements ne fonctionnent pas de la même manière. Beaucoup de salons se prétendent barbeurs sans avoir les qualifications requises, sans aucun diplôme. D'où la concurrence déloyale. Alors que normalement, c'est même métier, même règles. On travaille avec les instances de l'État sur ce dossier. Une mode en passe d'être régulée, pour des coiffures et des barbes toujours plus au poil. Et puis finissons ce journal avec une dose de sensations fortes. L'Alpe d'Huez a proposé cette année une nouvelle activité à ses vacanciers, le Mountain Kart. Mais alors comment fonctionne ce kart des neiges? Télé Grenoble vous le fait essayer, regardez. Cette année, une toute nouvelle activité fait son apparition sur les pistes, le Mountain Kart.
Ce concept inédit à l'Alpe d'Huez promet de faire monter l'adrénaline. C'est comme un petit siège avec 2 grosses roues derrière, un petit ski devant, et puis on a un petit guidon comme un vélo avec des freins à disque. Vous allez voir, dès que vous allez freiner, vous allez perdre un peu le contrôle, ça va drifter, ça va déraper, mais c'est assez marrant si vous n'allez pas trop vite. Ça reste rigolo. Pour vous orienter, vous avez le guidon. Je trouve que ça va être pas mal de pousser finalement avec le pied extérieur pour aider à tourner. C'est quoi un peu la différence entre le mountain kart et la luge? Je pense que le mountain kart c'est quand même plus précis avec le guidon. On a aussi 2 petits étriers qui aident beaucoup à se diriger. Alors que la luge finalement c'est qu'avec les freins qu'on peut s'orienter. Les riders s'apprêtent à dévaler la piste. Les premiers mètres sont prudents, mais très vite, les pilotes gagnent en confiance et enchaînent les virages. Alors c'était cool. Ah, c'est génial. Ça ressemble un peu comme si on était avec les skis aux pieds et puis qu'on faisait des bonnes descentes, mais sauf que là, il faut maîtriser un peu les virages. Rendez-vous sous les télécabines des Jeux pour une piste spécialement dédiée. Voilà, c'était le grand JT des territoires de Noël. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.